שיחה מוקלטת עם מר פליקס גולדשמיט, יום א' כ"ז בניסן תשכ"ג, יום הזיכרון לחללי השואה. חת. בוא. אתה יכול לשתות, יכול לקחת זמן. אני מציע שאנחנו נתחיל את שיחתנו בהתחלת המלחמה, זאת אומרת ב-1 לספטמבר 1939. איפה מצאה אותך מלחמה, מה עשית אז? J'étais en France, revenu de Leipzig, d'où j'avais été renvoyé du Leipzig en Messam, de la foire de Leipzig, où j'étais rédacteur de la section française pendant une dizaine d'années. La déclaration de la guerre, vous avez trouvé Pendant la déclaration de la guerre, j'avais déjà trouvé un refuge à Mézières-en-Brenne, dans une maison délabrée de garde forestier au milieu d'une forêt. Vous êtes un réfugié qui est venu d'Allemagne? Réfugié venu d'Allemagne, plus précisément d'Alsace, parce que ma famille se trouvait en Alsace et j'avais cherché ma famille en Alsace. Et lorsque l'Alsace et Strasbourg ont été évacués, nous sommes allés à Paris et de là nous avons cherché pendant plusieurs semaines un refuge au centre de la France et nous l'avons trouvé à Mézières. Ça c'était une action particulière ou une action organisée par l'État? Non, c'était tout à fait privé. Il y avait une activité des organisations juives qui se concernaient des... Il y en a probablement eu, mais je n'ai pas eu affaire avec ces organisations. Alors c'est une action complètement privée? Complètement privée. Est-ce que vous avez des relations avec les organisations juives avant la guerre? Avec les communautés juives, certainement, mais il n'y avait pas non plus d'organisation qui prévoyait le cas de la guerre. Non, bien sûr, mais une organisation sioniste, par exemple. Oui, j'étais des Mizrahi. Actif des Mizrahi? Oui. Alors, ça veut dire que vous étiez au courant de ce qui s'est passé entre les Juifs de France durant toute l'époque de 1933 jusqu'à 1939? Non, là j'étais encore à Leipzig, je savais ce qui se passait en Allemagne. À l'Allemagne même? Ouais. Et là j'ai eu plusieurs aventures, mais qui n'ont rien à voir, je crois, avec votre enquête. Non, parce que ça est avant le premier. Et pendant la drôle de guerre, qu'est-ce que vous avez fait? Comme dit l'autre, j'ai vécu, j'étais à Mézières-en-Brenne et nous avons tâché de vivre d'un jardin, de champs que nous cultivions et de travailler à droite et à gauche. Et qu'est-ce que était là-bas l'opinion publique sur la guerre? Est-ce qu'elle va durer beaucoup Je crois qu'on ne se faisait pas. C'était un petit village de paysans et ils s'occupaient beaucoup de la pomme de terre et moins de la guerre. Ils n'ont pas vu la guerre comme un danger? Ils n'ont vu la guerre qu'au moment de l'exode. Jusqu'à l'exode, il n'y avait pas de guerre du tout au centre de la France. Personne, on lisait les journaux, on écoutait les communiqués. Et la guerre, je crois, pour être plus précis, n'intéressait que les Juifs. Les Français eux-mêmes, surtout ceux de la France, se sentaient en sécurité. Ce n'est qu'au moment de l'exode, lorsque les fuyards de l'armée française, ensemble avec la grande masse de toutes les populations du Nord qui ont déferlé sur les routes et qui ont passé à travers toutes ces bourgades de l'Indre où nous étions. Et c'est là seulement que la population a vu qu'il se passait quelque chose. Ça, c'était bien en juin 1940? Oui. Au commencement? Oui. À la fin de la drôle de guerre. À la fin, bien sûr. Et là-bas, il y avait beaucoup de Juifs dans cette localité? Lorsque nous sommes arrivés, nous étions les seuls. Et ensuite, plusieurs familles se sont établies encore là-bas. Comme réfugiés? Comme réfugiés. De l'Alsace De l'Alsace, de Paris, et ensuite des amis que nous avons fait venir de Gurs. Vous êtes resté là-bas pendant toute la guerre? Dans la même localité? Dans la même localité jusqu'à mon arrestation, le 12 juillet 1943. Alors ça veut dire que vous êtes resté là-bas dans une zone occupée par les Allemands? Non, c'était la zone libre. Nous étions à une vingtaine de kilomètres de la ligne de démarcation.
Alors c'était juste Oui. la place où ça se fait. Et là-bas, étant dans une localité tant proche à la ligne de démarcation, est-ce que vous avez des tâches spéciales pour faciliter le passage de la ligne? Oui, il y avait plusieurs endroits que nous connaissions où il était relativement facile de faire passer les gens. C'était à Vierzon, par exemple. Et là, de temps à autre, j'y allais et nous nous occupions de faciliter le passage. Mais je me suis jamais, à cette époque-là, je me suis jamais aventuré de l'autre côté de la ligne de démarcation. Je réceptionnais ce que nos amis du Nord envoyaient. Alors la première fois que vous-même vous avez passé la ligne de démarcation, c'était en votre voyage à Drancy? Voilà, Oui. exactement, oui. Après avoir séjourné pendant plusieurs mois dans les prisons de Châteauroux et de Limoges. Est-ce qu'il y avait une tendance pour le passage pour l'Espagne dans la région où vous étiez? Non, non. Même pas après le Non, Drac? non, on parlait plutôt de la Suisse. Ça c'est plus proche. C'était plus proche, plus facile. Il y avait et les réfugiés parlaient ou l'alsacien ou le yiddish ou l'allemand, et pour eux la Suisse paraissait plus commode. Mais la frontière est aussi une chose plus facile là-bas. Avec la Suisse. Oui, relativement. Quelle était la disposition des Suissois, de la police suisse? La police suisse, ça c'est un chapitre à part, ça. Je sais des cas où la police suisse a refoulé des réfugiés à la frontière en prenant bien soin de les faire passer là où il y avait la police allemande. Mais au commencement de la guerre. C'était durant toute la guerre. Parce qu'il y avait des époques là-bas avec les Suisses et dont il était plus facile passer la frontière, mais plus tard, spécialement après 1942, novembre 1942, il était beaucoup plus strict. Oui, moi j'ai passé la frontière suisse, moi j'ai passé ensuite la frontière suisse en janvier 1944. Et c'était difficile. Quand vous étiez là-bas, dans cette localité, et vous avez commencé à travailler dans la clandestinité? Oui, j'ai commencé à travailler lorsque des amis de la sixième sont venus me voir, et alors nous avons mis au point un système de fabrication de faux cachets. Et ces cachets, je les fabriquais chez moi, à Mézières-en-Brenne, et de temps à autre, les amis de la sixième venaient les chercher. Je falsifiais aussi des papiers. Quand était cela? C'était en 42 et 43. Vous étiez actif déjà dans une organisation non juive? Oui, en 42, nous habitions à côté d'un des chefs de la résistance du centre. Et nous avons pris confiance tous les deux. Et il m'a confié plusieurs tâches. Déjà en 1941? En 42. Seulement? Je ne veux pas être précis, au début, peut-être fin 41, début 42. Mais il n'y avait pas encore des persécutions des juifs brutales dans la zone sud? Ah si, il y a eu les rafles organisées par la police française à la demande des Allemands, et même à Mézières où nous étions, plusieurs fois, des camions ont passé remplis de juifs. Et alors là, je dois dire que la population s'est très bien comportée, les a ravitaillés, et nous sommes même parvenus, un camion était en panne un soir, nous sommes même parvenus à en faire sortir quelques-uns. Ça c'était avant ou après l'été de 1942? C'était probablement en été 42. En été. Je n'ai pas pris de notes, et si je n'avais pris, je ne les aurais plus. Moi, je questionne ça parce que, je demande ça parce qu'il y avait une date dans laquelle les Allemands, dans la zone nord, et les Français de Vichy dans la zone sud, ont commencé des grands rafles contre les Juifs, au commencement les Juifs non français, mais après plus tard, et ça c'était le 16
C'était le 16 juillet 1942 dans la région de Paris, dans le nord. Ouais. Et ça, c'était au commencement d'août, ou quelque chose dans le mois d'août, en 1942. Oui, la fameuse rafle du Vel d'Hiver à Paris. Mais il y avait eu alors tout de suite après les grandes rafles et surtout les grands arrivages de juifs allemands de Bâle qui ont été dirigés sur Gurs. Alors ça, c'était C'était plus tard, je crois, non? Non, plus tôt, non? Pour les dates... Bon, moi, bien. Et votre activité dans la résistance non juive, ouais. était-elle avant ou après l'activité pour les organisations juives, pour la 6e? C'était simultané. Simultané. En même temps? Simultané. Oui. Pour la résistance française, je fabriquais des fausses cartes d'identité, surtout pour les jeunes du camp de jeunesse qui étaient établis à proximité de chez nous et qui partaient en Angleterre. J'ai aussi fabriqué des lampes de balisage pour un terrain de parachutage, et ainsi de suite. Les camps de jeunes là-bas, ouais. C'était des jeunes que les Allemands ont voulu le diriger vers l'Allemagne? En principe, non. C'était une invention de Pétain et de ses ministres, une espèce d'encadrement de la jeunesse pour remplacer l'armée. Alors, certains camps étaient patriotiques, c'est-à-dire qu'ils... non, ça. Bon. Les cartes d'identité étaient fausses ou bien ils étaient enregistrés dans une localité? Ça dépend. Par exemple, nous avons reçu des cachets de Corse. Et les cachets qui avaient la plus grande valeur, c'était les cachets émanant de mairies dont les archives avaient été détruites par la guerre. Des mairies surtout des localités du Nord. Dès que l'on savait qu'une mairie n'avait plus d'archives, il était plus facile de fabriquer des fausses cartes. Nous avions aussi des fausses cartes que nous lavions et que nous mettions en circulation. C'était plus dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire l'avion? Alors il y avait une carte d'identité qui n'était pas fausse, qui était vraie. Et, oui, et dont on effaçait le nom, que l'on remplaçait par un autre. Et on enlevait la photographie, que l'on remplaçait par une autre. On tâchait de faire concorder les cachets. J'ai falsifié des actes de mariage. Et même lorsque la Gestapo m'a arrêté, j'avais sur moi plusieurs de ces documents qui étaient encore en traitement, c'est-à-dire dont le nom avait disparu, mais à la place il y avait une tache jaune. Alors la preuve était là-bas. Oui. Et la 6e, qui était la personne de la 6e qui est venue? C'était Yvan Lévy et Colette d'Argenton. Et vous étiez seulement le laboratoire ou... Seulement le laboratoire pour ça. Et alors les actions dont il a été question, dont il sera encore question, je les ai faites à titre de franc-tireur privé. Et ces contacts avec l'organisation de la résistance non juive, là-bas vous avez reçu des tâches bien spécifiques? Oui, celles dont j'ai parlé tout à l'heure. C'était la même chose? Oui, c'était la même chose. Les mêmes tâches? Les mêmes tâches, sauf qu'il s'agissait aussi alors de faire partir des jeunes de ces camps de jeunesse pour l'Angleterre. Quand ces jeunes sont partis pour l'Angleterre, ça c'était par l'Espagne, n'est-ce pas? Certains par l'Espagne et certains ont été acheminés par une voie que je ne connaissais pas et dont je suppose qu'il s'agissait d'avions, mais je n'en suis pas sûr. Le secret régnait, personne ne demandait, personne ne... Vous avez connu les gens qui ont organisé cette ligne de sauvetage ou cette ligne de passage pour l'Espagne? Non. Seulement les noms des candidats pour passer? Ouais. Non. Et
Alors ça nous amène vers, euh, disons, l'été de 1942, n'est-ce pas? Ou bien plus tard même. À quoi? Et toute cette activité. C'était de probablement été 42 jusqu'en été 43. Et est-ce que vous vous rappelez l'entrée des Allemands dans votre zone, dans la zone sud? Ça c'était novembre Oui, 42. oui, oui. Oui, il y a eu un poste d'observation à Mézières et tous les contacts que nous avons eus avec les Allemands, bien entendu avant mon arrestation, c'était des pauvres gars de la Wehrmacht qui venaient pour mendier des œufs ou du beurre. Et qui nous parlaient en français parce qu'ils devaient naturellement ignorer que nous savions l'allemand. Et vous avez raconté de cette activité dans les camps de concentration, Gurs et les autres. Ouais. Ça c'était avant l'activité, dans le cadre de l'AIF? Je n'ai jamais travaillé réellement dans le cadre de l'EIF, n'est-ce pas? Je n'ai su qu'après qu'il s'agissait de la 6e. J'ignorais même le nom de 6e à l'époque. C'était un contact personnel avec les gens qui sont venus. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait? Et alors, je peux ajouter aussi que j'étais en contact avec le bureau de l'OSE à Châteauroux, qui lui, comme je l'ai su après, était un bureau de la 6e. Qui était là-bas? Mademoiselle Schwab. Où était la présence? À Paris ou... Elle est à Paris, je crois, au bureau de bienfaisance à Paris. Et l'activité dans les camps de concentration de Gurs? Je n'étais jamais à Gurs, mais... Oui, je sais, mais vous m'avez raconté que vous étiez en relation avec une certaine activité pour le sauvetage juif de là-bas. Oui, alors c'est ce dont j'ai parlé avant l'enregistrement. Oui. Oui, d'abord je procurais aux familles qui le désiraient des cartes par l'entremise soit de l'OSE ou de la 6e ou du bureau des rabbins Deutsch qui était à Limoges en son temps. Et de temps à autre, je présentais aux autorités françaises, aux préfectures compétentes pour un camp d'internement donné, comme Douadik, Nexon ou Gurs, un document émanant d'une personnalité française qui semblait vouloir dire que j'avais rendu des services signalés à la France avant la guerre, alors que j'étais en Allemagne. Alors j'ajoutais à la photocopie de ce document une attestation signée par moi, suivant laquelle j'avais fait un travail d'espionnage en Allemagne et que les personnes que j'indiquais sur une liste que je me faisais fort de présenter plus tard aux autorités m'avaient aidé dans ce travail et que par conséquent, si on expédiait ces internés en Allemagne, ils subiraient un sort bien plus atroce que celui qui attendait les Juifs. Entre parenthèses, nous ne savions encore rien des camps de concentration et des chambres à gaz, etc. Pour nous, un Juif qui allait en Allemagne était plus mal que dans un camp français. C'est tout ce que nous savions. Qu'est-ce que vous avez pensé alors de la sorte des Juifs qui sont allés en Allemagne? Ce que je pense maintenant, ce que je pense... Non, non. À cette époque-là? Aucune idée. C'est bien simple. J'étais dans le plus tard, lorsque j'ai quitté Drancy, dans un train de wagons de bestiaux pour l'Est. On nous disait que ce train irait jusqu'en Allemagne, jusqu'en Alsace, que là nous travaillerions dans une fabrique de chaussures, que nous pourrions emmener notre famille et que nous y resterions là-bas jusqu'à la fin de la guerre. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait réellement dans ces camps. Nous ne savions pas du tout. Ce n'est que bien plus tard que j'ai su que mon train est arrivé
Auschwitz. Alors même alors, vous ne savez pas que Non. ça Et je c'était dois même dire que certaines personnalités juives qui venaient nous voir au camp de Drancy, ou bien elles n'étaient pas au courant, ou bien elles ont voulu nous tranquilliser en confirmant qu'en effet, notre sort n'était pas, le sort des déportés n'était pas terrible. D'un autre côté, je sais qu'à Drancy, il y a eu presque chaque fois des suicides au moment du départ des trains de déportation. Et une des réactions de la part de ceux qui partaient était d'être en colère contre ces suicidés, qui auraient mieux fait de se suicider en cours de route ou en arrivant qu'au départ, puisqu'on est remplacé par un autre. Alors c'est seulement pour sauver les Juifs du sort des travailleurs en Allemagne que vous tâchez pour les faire sortir des Gurs et des autres. Oui. D'abord, c'est surtout pour les faire sortir d'un camp. Oui. Les conditions là-bas étaient très mauvaises. Très mauvaises, les conditions à Gurs étaient très mauvaises. Et combien de personnes est-ce que vous avez fait sortir de cette façon-là? Une douzaine au plus. Et ces gens-là, où sont-ils partis? Je sais de plusieurs je connais plusieurs qui vivent encore aujourd'hui. Un qui est père de 9 enfants maintenant, et qui était jeune homme à l'époque. Et d'autres qui ont été repris par les Allemands plus tard. Mais il y avait quelqu'un qui les a cachés ou bien fourni des papiers quand ils sont sortis du camp? Oui, bien entendu, là, ces organisations fonctionnaient bien. Et là-dessus, je crois que vous pourriez vous entretenir avec Mme Salomon beaucoup plus utilement. Vous étiez en relation avec elle? Oui. De quelle façon? Est-ce que vous avez dit les noms des personnes qui sont au Gurs? Non, à cette époque-là, je n'étais pas encore en relation avec Mme Salomon. C'est seulement avec... J'ai entendu parler, durant mon activité, j'ai entendu parler d'une personne, je ne sais même plus, d'abord je suis certain qu'elle ne s'appelait pas de son propre nom, d'un patronyme quelconque, et je crois savoir maintenant qu'il s'agissait d'elle, mais je ne l'ai jamais vue. Et qui vous a fourni du nom de ces messieurs qui étaient au camp de concentration? Bon, ça ne manquait pas, les noms ne manquaient pas, et malheureusement nous n'avons pu en faire sortir que quelques-uns. Mais il fallait quelqu'un qui... Mais là, il ne s'agit que de quelques isolés. Le grand travail, le travail important, c'était la fabrication des fausses pièces d'identité pour alors une multitude de personnes. Par exemple, la 6e m'envoyait de vrais cachets qui avaient été volés dans une mairie. Moi-même, j'en ai volé à Mézières-en-Brenne, je vous raconterai peut-être après. Et alors, avec ces faux cachets, je fabriquais une grande quantité d'autres cachets parce qu'on avait besoin de centaines et de milliers de fausses pièces d'identité, des dizaines de milliers peut-être de fausses pièces d'identité. Une des méthodes j'avais mis plusieurs méthodes au point, une certaine matière plastique qui permettait de couler rapidement les cachets. Et autre chose encore, lorsque j'avais à me rendre autre part, comme par exemple très souvent à Limoges pour faire sur place des cartes d'identité très urgentes, j'emmenais sur moi des cachets faits en une matière, une espèce de gomme très plastique dont on sert pour nettoyer les caractères des machines à écrire. Et alors j'avais ça en poche, et de sorte qu'en cas d'alerte, il suffisait de presser sur la masse pour faire disparaître la pièce de conviction, la pièce à conviction. Et vous avez déplacé beaucoup de temps, beaucoup de fois? À mon gré, pas assez, parce que je travaillais pour mon propre compte, je n'étais pas payé. Je fournissais les cartes gratuitement, y compris les timbres, qui coûtaient quelque chose pour un réfugié qui n'avait pas beaucoup de revenus. Et j'ajoute que les cartes, c'était à peu près incompréhensible, mais une carte d'identité vierge
pouvait s'acheter dans presque tous les magasins en France occupée, officiellement. Les Ça cartes, servait comme un office comme un bureau de comme les cartes gouvernemental. postales à la poste. Parce qu'en fait, personne ne pensait qu'on pourrait peut-être fabriquer soi-même le cachet ou Mais les inventer. autorités, est-ce qu'ils avaient beaucoup de confiance dans ces cartes d'identité? Ça suffisait pour cacher une personne? Non, non. Une carte d'identité ne tient qu'au premier moment. Par exemple, moi, lorsque j'ai été arrêté, bien qu'ayant des cartes d'identité, j'ai immédiatement déclaré mon vrai nom. Et je trouve que c'était juste. Oui. Ça m'a épargné certainement quelques coûts supplémentaires. Et, et il fallait à cette époque aussi une carte d'alimentation. Les cartes d'alimentation, il y avait aussi des fausses cartes d'alimentation. Mais il faut dire que beaucoup de maires et de mairies et de secrétaires de mairie faisaient partie de l'organisation et fournissaient les cartes aussi les cartes d'alimentation, comme ils fournissaient aussi les fausses cartes. Mais des fausses cartes non signées, parce que il était toujours dangereux pour une mairie d'avoir ensuite sur le dos des enquêtes qui finissent mal. Et dans votre cas, est-ce que les candidats de votre sauvetage, est-ce qu'ils ont reçu aussi des cartes d'alimentation? Moi, je n'en avais pas, mais je pense qu'ils en ont reçu certainement. Je suis certain que Lausée, Limoges et Châteauroux distribuaient des cartes d'alimentation. Vos relations avec le rabbin Deutsch étaient aussi des relations privées? Oui, Vous le oui. connaissez avant la guerre ou bien? Non, non. Qui était la personne qui vous a mis en relation? Un Shochet Rovinsky avec lequel j'avais fait connaissance et qui était établi à Limoges. Et il savait de Et qui avait, ah oui, maintenant vous me rappelez, et qui avait des parents en danger pour lesquels c'était même le début de mon activité pour lequel c'est là que j'ai pensé à faire des cartes d'identité. Je lui ai donné les cartes d'identité et de fil en aiguille, le rabbin Deutsch s'est adressé à moi. Cela nous amène vers l'été de 1943, ou bien vous avez quelque chose... Ça fait, alors mon arrestation était en juillet 43. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus qu'il faut... Il y a peut-être quelque chose qui nous paraîtra peut-être moins important, mais que je n'arrive pas à oublier. Après avoir fait sortir de la façon dont je vous ai expliqué tout à l'heure 3 personnes d'un train de déportation qui partait de Gurs, et que j'étais à Pau, justement parce que je me suis adressé à la préfecture de Pau pour toutes ces formalités dont j'ai parlé tout à l'heure. Le matin, ayant appris que le train de déportation passait par la gare de Pau et que la Croix-Rouge française ravitaillait les déportés, je suis allé sur le quai en me mêlant aux employés de la Croix-Rouge. J'ai même reçu un brassard et je suis allé d'un wagon à l'autre pour voir si mes protégés avaient réellement été sortis comme me l'avait promis l'employé de la préfecture la veille. Et c'est là que j'ai vu 2 personnes qui m'ont dit oui, celui-là et celui-là et celui-là ont été sortis hier soir du train de déportation et nous sommes à leur place ici. Ça, c'était toujours quand un Justement, prisonnier, c'était atroce, c'est atroce, atroce. Je ne connais pas leur nom. Il est très possible qu'ils ne sont pas revenus. Vous vouliez des faits d'héroïsme, les voilà. Non, non, moi je ne cherche que la vérité. Vous pouvez... אל הכתבנית
אל הכתבנית, רגע. הגברת ליפשיץ, כן. הגברת ליפשיץ. כאן בקטע הזה חסר ויש שקט. תמשיכי לשמוע את הטייפ. יש המשך. זה לא סוף הטייפ. תמשיכי. מיד, עוד מעט, יהיה המשך. Ok. Mais nous arrivons à présent à l'été 1943. Ouais. Comment est-ce que votre réseau était-il découvert par les Allemands? Je ne sais pas, je ne sais pas. D'après les interrogatoires que j'ai subis à la Gestapo, ils avaient en main des cartes d'identité fausses, évidemment, et ils sont parvenus à obtenir de la part de celui qui avait cette carte d'identité l'adresse de celui qui les lui avait donnée. Ils m'ont montré à la Gestapo la carte d'identité, j'ai reconnu le garçon en question sur la photographie. Je ne l'ai pas avoué, évidemment, mais je ne lui en veux pas. Vous étiez le seul qui était arrêté? J'étais le seul. Enfin, c'était à ce moment-là chez moi. Pas c'est fait. Ouais. Ouais. Oui, parce que tous les autres, y compris Plateau, dont il est question dans ces documents, se sont immédiatement cachés. Ces plateaux et les autres étaient aussi des mêmes localités? Oui, ils étaient à Mézières-en-Bresle et pendant que les Allemands perquisitionnaient chez moi et m'arrêtaient et prenaient tout ce qu'ils pouvaient prendre, les machines à écrire, etc., mon fils, qui était âgé de 8 ans, 9 ans, a enfourché sa bicyclette et a alerté tous les gens de la résistance. Comment put-il sortir de la maison? On ne se méfie pas d'un gosse comme ça, qui crie « je vais aller chercher du pain ». Il a crié « je vais aller chercher du pain », il a filé. Les relations avec ces capitaines ou bien ces commandants de la résistance, Ouais. et vous les voyez tous les jours ou bien il y avait une relation quotidienne entre vous? Oui, nous le voyions tous les jours parce que nous habitions le même endroit. C'est une relation de voisinage. Il fait partie du FTP ou bien du Je ne sais pas. FFI? À cette époque? Non, c'est pas, certainement pas les FFI. FFI? Probablement, certainement pas. 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 Je- Quand les Allemands vous avez arrêté, Je faisais CDL, partie du CDL, oui. comité de défense. Bon. Quand les Allemands vous avez arrêté, T'étais? quand les Allemands vous avez arrêté, Oui. alors où est-ce que vous êtes entraîné ou bien? Ils m'ont amené à la prison de Limoges. De Châteauroux, à la prison de Châteauroux. Prison de Châteauroux. Là, j'ai été interrogé tous les 2 ou 3 jours. Par des Français ou bien? Non, par les Allemands, c'était la Vous prison avez- de la Gestapo. Le chef était un... Je ne sais pas, je ne connais pas bien les gardes, un Sturmbannführer, quelque chose comme ça, un Führer Meyer, Maya. Mayer. Mayer. Non, mais Non, non, c'était un Allemand, un très bon Allemand. Et après? Et après, on m'a transféré à la prison de Limoges pour supplément d'enquête. J'ai continué à être interrogé là-bas. Et ensuite, on m'a déclaré 2 fois que j'étais condamné à mort. J'étais même, pour finir, dans la cellule des condamnés à mort à Limoges. Et grâce à un subterfuge, je suis arrivé à donner des leçons de français aux soldats de la Wehrmacht qui servaient de gardiens à la prison. Et je suis entré en relation aussi avec un de leurs chefs et qui avait pitié de moi. Et ils m'ont raconté un jour que le lendemain, il y avait que
qu'ils avaient besoin de place à la prison parce qu'entre-temps, on avait amené un grand nombre de maquisards qui avaient été faits prisonniers dans les environs. Ils avaient besoin de place à la prison et que pour cette raison, les juifs, arrêtés en tant que juifs, naturellement, seraient transférés dans un autre camp. Je ne savais pas lequel, il s'agissait de Drancy. Alors, je lui ai dit qu'enfin, il pouvait tranquillement me mettre sur la liste, puisque je suis juif aussi, et que j'ai été déclaré juif, et qu'il savait, que tout le monde savait que je suis juif. Alors, et il a dit, on va voir, et le lendemain matin, je suis parti avec tous les juifs vers Drancy. J'étais heureux comme un roi d'arriver enfin à Drancy, d'habiter dans une grande chambrée où il y avait 50 personnes, au lieu d'être seul au secret, comme jusqu'à présent pendant plusieurs mois, en prison. Combien de juifs étaient dans ce transport? C'est difficile à dire. De la prison de Limoges sont partis une vingtaine de juifs. Oui, il y avait 2 camions. Deux petites voitures, pas des camions, des petits camions, là, des station wagons, comme on appelle ça ici. Et en même temps, et alors, le train est parti de Limoges et d'autres juifs sont arrivés d'autres endroits que j'ignore. Et tout est arrêté comme juif ou bien aussi des actifs? De ceux qui sont partis de... Non, alors là, c'était seulement des juifs. Des juifs raflés en tant que juifs. En tant que juifs. Peut-être parce qu'ils avaient entendu la radio de Londres ou autre chose, mais personne n'était dans ce transport qui avait un passé judiciaire, un dossier judiciaire chez les Allemands. Et à Drancy? À Drancy, on était très bien. On ne mangeait pas beaucoup, mais on était libres. Enfin, les autres étaient très tristes, mais tous ceux qui venaient de la prison se trouvaient fort bien là-bas. Nous avions un commandant Blum, le commandant juif Blum, qui a été déporté avec nous à la suite de l'affaire du tunnel, que vous connaissez peut-être. Non. Un tunnel avait été creusé à Drancy, qui avait déjà une trentaine de mètres, et qui devait aboutir dans les abris de la défense passive. Vous savez ce que c'est, la défense? Oui. Dans les abris de la défense passive. Et il a été découvert par hasard parce qu'un des ouvriers du tunnel avait été transféré à Beaune-la-Rolande avant la fin du tunnel. Et là-bas, au milieu de ses camarades, il a exprimé sa déception d'être parti avant la fin. C'est arrivé à l'oreille d'autres personnes, et sur quoi les Allemands de Drancy ont fait des recherches et ont découvert l'entrée du tunnel sous un tas de béton frais qui semblait n'avoir pas bougé de place, mais qui en réalité pendant la nuit était ouvert et les gens travaillaient dans le tunnel. Il était déporté dans votre... Oui, alors tous ceux qui faisaient partie du tunnel ont été déportés, tous les MS aussi, c'est-à-dire les juifs qui occupaient des fonctions dans le camp. C'était certainement pas, ils ne méritent pas le nom de capot. J'avais un cousin parmi eux. Ils ont tous été déportés dans ce train, y compris le commandant Blum qui a été déclaré responsable. Les gens de Drancy ont su qu'ils sont dans un camp de transit? Oui, évidemment. Toutes les semaines ou toutes les quelques semaines, il y avait un bloc spécial, le bloc de déportation, dans lequel on amenait ceux qui figuraient sur la liste des déportables ou des déportés. Et ils y passaient la nuit, le lendemain matin. Et le lendemain, pendant la journée, ils étaient amenés en autobus à Bobigny, d'où ils partaient pour l'Est. Et la même chose avec vous? Exactement la même chose. Et en partant, est-ce que vous savez seulement que vous partez pour l'Alsace, pour les travaux? Pour l'Alsace, c'était une rumeur. Mais nous partions pour un autre camp, probablement en dehors des frontières françaises. C'est tout ce que nous savions. L'UGIF venait la veille et prenait note de nos désirs
Elle nous apportait des complets, des pantalons, des vivres, des gamelles neuves, de la vaisselle, certains des valises, tout ce que l'on voulait, de sorte qu'une certaine euphorie régnait. On a tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce que vous a donné la décision de traiter d'essayer de s'échapper du train? Non, parce que déjà en prison, à Châteauroux et à Drancy, j'ai fait plusieurs tentatives d'évasion. Une qui a réussi pour un autre, mais pas pour moi. Et en partant, en embrassant ma femme, j'avais promis que je m'évaderais. Parce que c'était pas par... Et c'est bien simple, à l'intérieur du wagon, nous avons sauté à, je crois, 19 ou 20 ou 21, je ne sais plus le chiffre exact, plusieurs voyageurs qui voyageaient avec nous dans ce même wagon de bestiaux nous faisaient des reproches. Pourquoi risquez-vous votre vie? Parce qu'il faut ajouter que le train était composé d'une certaine quantité de wagons. Le wagon de tête et le wagon de queue étaient occupés par les SS, et que dès que le train ralentissait, ils se mettaient aux portières avec leurs engins à la main, de sorte qu'on ne pouvait sauter que la nuit et lorsque le train roulait à grande vitesse. Après avoir sauté du train, j'ai été recueilli par un employé de la SNCF, des chemins de fer français, qui connaissait la voie et qui m'a dit que mon train roulait à 45 km à l'heure lorsque j'ai sauté. Il est vrai que je me suis cassé la jambe. Là-bas dans le document allemand, ils disent que ça c'était dans un endroit où le train est allé très longtemps. Évidemment, oui, oui. Ce n'est pas tout à fait faux, c'est la montée de l'Hérouville, mais c'était avant la montée de l'Hérouville. Évidemment, Comment est-ce que vous avez réussi de sortir du wagon? Avant de partir, nous avions déjà fait des préparatifs. Nous étions à 3. Nous étions procuré une petite lime pour le cas où il faudrait limer quelque chose. Nous ne savions pas dans quel wagon, dans quel genre de véhicule nous viendrions. Et la nuit du vendredi au samedi, le soir, j'ai fabriqué un explosif avec du chlorate de potasse que je me suis procuré à la pharmacie du camp, du soufre à la désinfection. Et dans les caves de Drancy, nous avions depuis quelques semaines déjà, à deux, récolté du salpêtre. Pensant qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. J'avais même emmené du gardénal que je me suis procuré pendant plusieurs semaines de temps à autre, comprimé par comprimé, à la pharmacie, que je n'ai pas employé. Et alors, lorsque nous sommes partis, chacun de nous a reçu un quart de vin. Je vous dis que nous avons été très bien soignés, que nous mettions ensemble dans une bouteille. Et alors, comme nous ne savions pas s'il y aurait un type de la Wehrmacht dans notre wagon, j'avais décidé de mettre éventuellement de ce dormitif, de ce gardénal dans le vin et de l'offrir à l'Allemand. Mais il n'y a pas eu d'Allemand dans notre wagon, et nous n'avons pas eu non plus un servir ni de la scie ni d'un quelconque explosif. Il suffisait d'ouvrir la fenêtre qui était sans barreaux mais avec des grillages, la fenêtre ordinaire d'un wagon de bestiaux. Mais c'est alors que commençait la difficulté. Il fallait sortir et s'agripper à la rampe du serre-frein qui est située au bout du wagon et se mettre sur sur la marche inférieure du serre-frein et ensuite sauter. Je dois ajouter autre chose, parce que c'est une question que l'on pose toujours: pourquoi étions-nous si peu à sauter, et pourquoi y a-t-il eu des milliers et des dizaines de milliers qui sont partis de Drancy
à Auschwitz et qui n'ont pas sauté en route, alors que nous étions, je crois, le seul ou à peu près le seul convoi d'où on a sauté. Durant ma captivité à Limoges, j'étais avec un radiotélégraphiste des services anglais en prison, à deux dans ma cellule. Et alors nous échangions des bons procédés, je lui donnais des leçons de mathématiques et de physique, et lui m'apprenait ce qu'il avait appris chez ses amis, entre autres l'art de sauter d'un camion ou d'une auto ou d'un train en marche. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Oui. Dites-moi, ça valait beaucoup de courage parce que les Allemands, par arrière, pourraient... Euh, non, d'abord nous avons sauté pendant la nuit. Deuxièmement, il y avait obscurcissement total en France, surtout aux environs des voies ferrées. On ne voyait pas une ville qu'on traversait, ni une gare. De temps à autre, on voyait quelques petites lumières bleues, à peine visibles, qui indiquaient qu'il y avait une lampe quelque part. C'est tout ce que l'on voyait. Seulement en sautant, naturellement, surtout à grande vitesse, on ne savait pas où on sautait. Si on saute sur un pont ou dans un fleuve, ou sur un aiguillage, ou sur une pièce ou dans un fossé, ou dans un ravin. Évidemment, j'ai refait dernièrement le voyage, je vous ai montré la photographie de ceux qui m'ont accueilli, et j'ai même photographié l'endroit où j'ai sauté. Eh bien, aujourd'hui, je ne sauterai plus. Et tous les 20 personnes, ou 19 personnes, est-ce que sont les sauvés? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que plusieurs ont été repris par les Allemands, que un ou deux ont été écrasés par le train. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez difficile de sauter. Parce que tout l'art réside à amoindrir la vitesse du train en sautant en arrière, mais la face à l'avant, ce qui est assez difficile. Et alors, durant tout le voyage, depuis Bobigny jusqu'au soir, nous avons fait des exercices à l'intérieur du wagon en mettant nos sacs et nos valises les uns sur les autres et en sautant à l'intérieur du wagon. J'ajoute même que la première des précautions à prendre, c'est d'enlever ses lunettes et que j'étais probablement à la côté de la fenêtre, je veillais à ce que tous les porteurs d'une lunette les enlèvent et les mettent en poche. Et lorsque moi j'ai sauté, j'avais mes lunettes encore sur la figure et j'ai eu toute la figure ensanglantée et les mains aussi. Vous avez trouvé un abri immédiatement? Oui, non, je me suis cassé la jambe, les deux malléoles et le tibia, et je me suis traîné sur le ventre pour m'éloigner de la voie ferrée. J'ajoute que la vue de la petite lumière rouge du dernier wagon du train qui s'éloignait était probablement le sentiment le plus heureux que j'ai éprouvé de toute ma vie. Et là, je me suis éloigné comme ça, en rampant, et je suis arrivé de nouveau à la voie ferrée. Ce n'est que plus tard que j'ai su qu'elle faisait une courbe. Et mais alors, je suis tombé dans une carrière, encore pas-dessus le marché, ce qui a achevé encore mon pied. Alors là, j'ai décidé de rester, c'était au mois de novembre, le 20 novembre, sous la pluie, de rester, et j'ai essayé de rétablir, de remettre mon pied et mes os en ordre en m'inspirant de l'anatomie du pied droit qui n'était pas lésé. J'ai pris là le Véronal, une grande partie du Véronal que j'avais emmené, parce que j'avais naturellement des douleurs atroces. Et je me suis endormi après avoir mis des pierres autour de mon pied que j'avais tant bien que mal remis, parce que comme il n'y avait plus d'eau, il n'y avait que les muscles et la peau, je ne savais pas, le pied ne restait pas en place. Et le lendemain matin, il était enflé et presque solide, c'est-à-dire que l'enflure avait consolidé le pied à la place qu'il devait prendre. Je n'ai plus vu de médecin pendant 2 mois. Le médecin local n'était pas sûr, de sorte que les paysans qui m'ont recueilli, n'ont pas voulu le mettre dans la confidence. Je n'ai pas pu sortir de la chambre où j'avais été caché pendant des semaines. Et ensuite, on a fait venir un médecin
de Ligny, qui n'a plus rien, qui n'a rien pu faire. Il lui aurait fallu une radio qu'il ne pouvait pas faire non plus. Et ce n'est qu'ensuite, lorsque j'ai été amené à Aix-les-Bains et que j'ai été hébergé à l'hôpital de la Reine Hortense, sous prétexte d'avoir fait une chute d'une échelle, sous un faux nom, le lièvre, et qu'on m'a passé à la radio et qu'on a vu que j'avais une fracture des deux malléoles et du tibia qui avait été très bien reposée. Plus tard, lorsque nous avons passé la Suisse, j'ai été présenté pour cette même raison aux étudiants de l'Université de Genève comme étant un cas de reposition sans l'aide extérieure, un cas qui, paraît-il, ne se produirait que chez les lapins. Et ces paysans que vous avez recueillis, Ouais. est-ce qu'ils étaient des résistants ou bien des... Non. Qu'est-ce quel était leur motif? Pitié. Le matin venu, j'ai été trouvé par deux enfants. Et alors, comme je voyais au loin une église, et qu'ils m'ont demandé ce que je faisais là, j'ai dit que je travaillais à la réfection de la route là derrière. Je ne savais pas où j'étais, dans l'autre village là, et que j'avais une commission à faire au curé. Parce qu'il était de tradition dans les milieux juifs à l'époque que chez un curé on avait plus de chances d'être en sûreté que chez un autre. Ce point l'enfant m'a dit que depuis le début de la guerre, il n'y a plus de curé dans cette église. Ça te fait rien, je vais prévenir papa. Ils sont allés chercher deux paysans auxquels j'ai raconté la même histoire, sur quoi l'un des deux, ce qui s'est avéré plus tard qu'il était aussi de la résistance, qui m'a dit: oui, je sais, tu travaillais à la route là-bas, dans un village dont tu ne connais pas le nom, et en plus de ça, il y a le train des Juifs qui a passé cette nuit, n'est-ce pas, hein? Mais t'en fais pas, tu es en sûreté. C'était assez dangereux pour eux. Oui, évidemment. C'était dangereux, c'était même très dangereux. Quelques jours plus tard, ils m'apportaient tous les jours le journal à lire, surtout pour que je n'ai pas envie de sortir, je ne veux pas sortir. Et dans ce journal, il y avait une annonce de la commandature que des terroristes étaient échappés d'un train de prisonniers, de temps et temps, et que ceux qui les hébergeaient étaient passibles de la peine de mort. Sur quoi je leur ai dit qu'ils n'ont pas besoin de me remettre entre les mains des Allemands, et je ne veux pas rester chez eux, il faut qu'ils me mettent quelque part, dans une hutte, dans la forêt, ou n'importe quoi, mais je ne veux pas rester chez eux. Sur quoi monsieur et madame Filbert, c'était eux ceux que vous avez vu sur la photographie, qui m'ont hébergé, m'ont dit: mais tu nous as raconté qu'il y avait 5 enfants. Je dis: oui, et alors? Ils disent: mais nous n'en avons pas. Ils m'ont gardé, ils ne m'ont pas laissé partir. Le voyage à Dijon, à Aix-les-Bains, était aussi organisé par eux? Alors non, eux ils ont alerté la résistance qui a envoyé un photographe pour faire cette photographie que vous avez vue. Et alors ils m'ont apporté une carte d'identité et ils m'ont accompagné ensuite jusqu'à Dijon. Là il y a eu une révision, un contrôle des cartes d'identité. Ma carte d'identité ne leur a pas plu, hein. C'était des Allemands, et on m'a fait sortir du train. Nous avons été parqués dans une cour aux environs de la gare, et là, je suis arrivé à partir. Comme il y avait beaucoup de trafic et de mouvement dans cette cour, les soldats qui étaient aux portes ne savaient eux-mêmes pas de quoi il s'agissait. J'ai tiré une cigarette de ma poche, et en passant devant le poste allemand, je lui ai demandé: Feuer, bitte Feuer. Alors il m'a sorti une allumette, il m'a donné du feu, j'ai parti. J'avais rien à risquer à l'époque. Et en Aix-les-Bains? À Aix-les-Bains, ça allait très bien aussi. Je suis arrivé après le couvre-feu, et ce sont des gendarmes français qui m'ont conduit à un hôtel dont ils savaient qu'on n'avait pas besoin de remplir de fiches d'identité.
de là, ma femme est arrivée avec deux de mes enfants, les trois autres étaient déjà partis en Suisse. Et de là, au bout de quelques mois, lorsque j'ai commencé à pouvoir mieux marcher, la résistance nous a fait passer en Suisse. Comment ça s'est passé? Il y avait un guide qui vous a amené? Oui, un guide. Un guide. À la nuit, pendant la nuit ou bien? C'était non, pendant la journée. Pendant la journée. À un endroit où manifestement il y avait déjà beaucoup de passages. Et en Suisse, est-ce que la police vous avait recueilli? Oui, la police nous a mis en prison d'abord, a voulu savoir le nom des passeurs. Et comme j'ai refusé, on m'a menacé, l'officier m'a dit qu'il disposait de moyens pour me faire parler. Alors, il m'a laissé tranquille lorsque je lui ai dit que j'avais déjà été quelques mois en prison chez la Gestapo et que je n'avais pas parlé non plus. Et après? Est-ce que vous étiez aussi dans un camp de... Après, nous avons fait à peu près tous les camps suisses. Charmy, les Avants. Là-bas, il y avait des... Vous devez travailler là-bas? Non. Non. C'était seulement un camp de... Camp de réfugiés. Et ensuite, alors, ma femme et moi, nous avons été envoyés à Schwendibach, où il y avait une maison d'enfants pour enfants arrivés en Suisse sans parents, et que nous avons dirigé là-bas. Vous aviez quelques relations avec des organisations juives en Suisse? Non. Non. Vous êtes seulement sur votre compte ou bien sur votre initiative là-bas? Que quoi? Il y avait là-bas la Joint, il y avait le consistoire juif, la communauté juive. Oh, la communauté juive, c'est la communauté juive ou un vague comité d'accueil s'occupait de nous envoyer quelques denrées non contingentées. Et cette maison des enfants, est-ce que c'était aussi une chose privée? C'était la Croix-Rouge suisse. La Croix-Rouge suisse. Quand est-ce que vous êtes rentré de Suisse, en France? Au début 55, je crois. Oui. Au début 55? 45. Vous m'avez écrit que vous étiez actif aussi dans l'histoire pour vous et le sauvetage des enfants après la guerre. Oui, ça c'est déjà autre chose, ça c'est après la guerre. Oui. Nous avions 45 enfants qui sont partis sur l'Exodus. Parce qu'après la guerre, j'ai maintenu mes contacts avec la 6e, c'est-à-dire avec l'OSE, et nous avons tout de suite après la guerre cherché à retrouver les enfants qui avaient été cachés, parce que ça c'est aussi une histoire dont nous n'avons pas parlé. En plus des faux papiers, il s'agissait aussi de cacher les enfants chez les paysans, etc. Et alors il s'agissait de retrouver les enfants, et alors nous avons recueilli les enfants et on les a mis dans 24 maisons d'enfants de Lausée qui ont été édifiées après la guerre pour attendre le retour des parents qui ne sont pas revenus. Et alors nous sommes restés. Comment le cachement des enfants là-bas dans votre département, dans votre localité? Et quel était le motif des paysans? Très peu de paysans, enfin il y a eu des paysans naturellement qui ont été incités par des motifs humanitaires, mais les organisations juives payaient et payaient bien. Alors c'était de l'argent qui les a appelés. De l'autre côté, on ne peut pas exiger d'une personne qui n'est pas parente et qui n'a aucune affinité religieuse ou ethnique avec des persécutés qui, après tout, l'ont peut-être mérité. À une époque où il y avait les cartes d'alimentation et où tout coûtait cher et où on avait d'autres soucis. Comment était le traitement des enfants en général? En général, bien. En général, bien. Est-ce qu'il y avait des problèmes avec les familles qui ont recueilli des enfants après la guerre? Naturellement, il y a eu des familles.
Naturellement, il y a eu le problème finalier qui a... Oui, mais est-ce que le problème final était le seul Hein? ou c'est un exemple de plusieurs cas? C'est l'exemple de plusieurs cas. Je connais plusieurs cas moi-même. Je connais plusieurs cas moi-même. Je connais l'histoire d'une petite fille qui est arrivée chez nous dans notre maison d'enfants avec son frère en pleurant, avec une croix sur la poitrine, et qui est maintenant Shlicha B'Chutzlaret. Et quand les enfants étaient cachés chez les paysans, est-ce qu'il y avait un système d'inspection sur les... Oui. Je ne connais que le système de l'OSE parce que j'étais en relation avec l'OSE de Châteauroux. Il y avait des assistantes sociales qui faisaient très bien leur travail et qui circulaient au péril de leur vie très souvent, dans des conditions matérielles très précaires, et qui allaient voir les enfants et qui les surveillaient. Quand un enfant a déjà été chez les paysans, est-ce qu'il était considéré comme sauvé ou bien il y avait encore des problèmes? Il y avait toujours des problèmes. D'abord, on ne savait pas ce que l'enfant pourrait raconter. Deuxièmement, il y avait toujours la question des papiers. Des papiers. Il y avait des enfants qui ne répondaient pas du tout à leur nom d'André Durand. Il n'y avait pas des collaborateurs dans ce village-là? Vous pourrez... Il y avait des personnes qui étaient soupçonnées de collaboration. Il y a eu des jeunes filles qui ont été rasées après la guerre. Mais ce sont des collaborateurs qui ont pris ensuite notre maison lorsque j'ai été arrêté, que ma femme est partie. Mais je ne sais pas s'il y a cause à effet. Parce que quand un petit enfant apparaît aussitôt dans une famille qui n'avait pas que deux enfants, aussitôt ils ont trois. Non, il y a en France le système des enfants distribués par exemple par l'assistance publique est assez connu. Ah. Bon, des enfants qui viennent, des enfants des grandes villes où il n'y a rien à manger, que les parents mettent à la campagne chez les paysans parce qu'ils seront mieux soignés. Alors c'est une chose habituelle. Était pour... Oui, enfin, ce n'était pas très extraordinaire. Il y avait naturellement aussi les enfants dans les couvents, mais là, je n'ai rien eu à voir avec eux. Et l'Exodus, c'était seulement votre groupe que vous avez soigné là-bas? Oui, les 45 enfants que nous avions soignés, qui ont décidé de partir en Palestine, et qui sont partis Et à l'époque, les organisations juives n'étaient pas très chaudes pour cette solution. D'Alia. Oui, n'étaient pas très chaudes pour l'Aliyah, de sorte que lorsqu'il y a eu ensuite les nouvelles de la capture de l'Exodus, nous n'étions pas tranquilles, et lorsque nous avons appris qu'ensuite que les 3 navires anglais revenaient à Port-de-Bouc, je suis immédiatement allé pour tâcher de voir ce que l'on pouvait faire. Quelques enfants malades, qui étaient malades, un qui avait une attaque d'appendicite, a été descendu avec son frère, mais ils sont repartis ensuite pour Israël. Est-ce que vous avez réussi d'établir un contact avec les gens là-bas, dans le navire anglais? Je suis monté sur le Royal Hawk et je me suis fait descendre. Et j'ai vu de loin à travers les cages, quelques-uns des prisonniers. Je leur ai jeté les noms. Ils ont connu les noms que je prononçais et ils sont même allés les chercher pour qu'ils viennent jusqu'à la cage. Entre-temps, j'ai été descendu. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Je ne crois pas. Question? Non, les miens sont terminés, épuisés. Merci beaucoup. Vraiment.